Bonjour à tous, bienvenue à ce 29e épisode du Temps d'arrêt. Nous sommes maintenant à quelques jours du plus gros événement sportif en Amérique du Nord, le Super Bowl 56. Pour ce faire, je reçois deux très bons analystes de football, Thierry Murray, Michael Charland. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi, Étienne, de nous accueillir pour ce plus gros match du sport. Plus gros match merci de l'invitation. On va commencer un petit peu sans analyser tout de suite les deux équipes en présence. Faire rapidement un petit tour d'horizon des séries éliminatoires. On avait fait une petite analyse déjà, Michael, mais on va juste se dire à quel point on a été choyé des matchs qu'on a eus, que ce soit en ronde wildcard la semaine passée, il y a 2 semaines. On dirait que chaque match a été excitant depuis la ronde wildcard. En particulier, il y a 2 semaines, là, les 4 matchs se rendant au jeu ultime. Donc, votre analyse et vos commentaires rapides des dernières semaines, Thierry, pour commencer. Écoute, comme tu l'as dit, on a été choyés. On a eu 4 matchs vraiment excitants qui se sont joués jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de match que ça s'est joué direct en première demi. Donc, on a gardé la laine tout le long des matchs. Ça démontrait vraiment que c'était les 4 meilleures équipes qui étaient rendues là. Il n'y avait pas d'équipe qui n'avait pas rapport. Donc, vraiment des matchs très intéressants. Puis, c'était vraiment satisfaisant à regarder. Michael, de ton côté, qu'est-ce que tu en as pensé? Bien, mis à part la première semaine, là, si on prend les Chiefs contre les Steelers, que c'était un très gros mismatch, comme on dit. En 29 ans de carrière, j'ai jamais vu des séries aussi serrées que ça. Le match Chiefs-Bills, c'était les plus vieux analystes disent que c'était un des meilleurs matchs de l'histoire. Donc, on a été choyés. On dirait que les batteurs n'ont jamais été aussi importants et on les a vus par le passé. On n'a qu'à penser à certains batteurs des Bears de Chicago. Mais les batteurs, cette année, ont fait le travail. Hein. C'est arrivé, oui, il y a eu des placements ratés, mais lorsque ça comptait, les batteurs ont réussi à réussir le gros botté pour la grande majorité. Donc, ça fait quand même changement de ce qu'on a pu voir dans les dernières années où les batteurs ont flanché. Là. Moi, j'aurais une petite chose à dire pour la première ronde des éliminatoires. Tu sais, c'est une nouvelle façon de faire cette année. Tu sais, il y a des équipes qui sont arrivées, qui ont rentré par la peau les fesses. Puis, je ne sais pas si c'était une bonne idée parce que toutes ces équipes-là se sont faites éclater au premier tour. Point. Donc, tu sais, comme moi, je suis un partisan des Eagles. Je suis bien content d'avoir eu les Eagles en éliminatoire, mais ils n'avaient pas leur place là cette année. Puis on l'a vu, ils se sont fait éclater par les Buccaneers. Donc, ça nous donne un match de plus, mais est-ce que ça nous donne un match de qualité? En plus qu'il y a 17 matchs maintenant dans la saison. Très bon point. Même chose de l'autre côté des Steelers. Voilà, même chose. Là. C'est des équipes qui n'ont pas nécessairement leur place. En tout cas, ça nous donne un match de plus. Il y a des pour et des contre. On va voir avec les années qu'est-ce que ça va donner. Reste à voir justement si ça va s'améliorer avec les années. Donc, deux adversaires qu'on n'attendait pas nécessairement du côté de la nationale, hein, les Rams qui ont eu quand même une très bonne fiche avec leur 12-5. Ils ont battu les Cards, puis là, on savait qu'ils avaient des adversaires de taille devant eux. Les Cards en première ronde, les Bucks en deuxième, ça a été extrêmement serré. Là, les Rams qui ont failli l'échapper. Est-ce qu'ils ont été un petit peu sauvés par le fait que les Packers aient baissé pavillon contre les 49ers? Ça a montré quand même un match très serré entre les Niners et les Rams, match défensif. Les Rams ils seront à la maison au SoFi Stadium, le nouveau stade qui a coûté plus de 2 milliards de dollars, donc qui est tellement beau. Fine pointe de la technologie. Là, il est superbe. Puis de l'autre côté, il y a les Bengals de Cincinnati, les grands négligés depuis toujours. Fait que tu as finalement un retour en séries éliminatoires. On a eu des adversaires quand même bien prenables avec les Raiders en premier tour. Les Titans, ils ont quand même causé une surprise, mais on s'entend que ce n'était pas l'équipe la plus forte. Et c'est vraiment dans la semaine passée, là, la finale d'association de l'Américaine qu'ils ont causé une énorme surprise. Tout le monde se disait, bien, le gagnant des Bills contre les Chiefs s'en va directement en finale. Là. C'est la finale avant la finale. Bien non, les Bengals, est-ce que ça aurait été différent contre les Bills? Seule l'histoire le sait. Mais
ils ont quand même causé une énorme surprise et ont vraiment su surprendre les Chiefs à la maison pour finalement se représenter au Super Bowl. On sait qu'il y a de nombreux partisans des Bengals au Québec quand même, donc ce fut une très, très longue disette. Donc, ceux-ci doivent être bien contents de voir leur équipe en grande finale. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons tenter de vous préparer, d'analyser le Super Bowl 56 de la manière la plus précise possible. On va analyser chacune des facettes qui pourraient avoir un impact et qui pourraient donner l'avantage à une équipe plus qu'à l'autre. Donc, on va vraiment faire une analyse profonde pour essayer de... Évidemment, on sait tous qu'une prédiction, ça peut être un 25 sous lancé dans les airs, mais il y a beaucoup d'éléments qui peuvent changer la donne au football. Donc, on va vraiment les passer une par une avec nos analystes Thierry et Michael. Commençons tout de suite avec le nerf de la guerre, les corps arrière. On les voit dans mon image. Ce sont deux gros corps arrière. Ce sont des money makers. Ce sont deux gars qui ne sont pas dans le même stade de leur carrière, mais qui sont extrêmement excitants à voir aller. On va commencer, Thierry, avec celui des Bengals, avec le très célèbre Joe Burrow, 25 ans, 6 pieds 4, 220 livres, le premier show en 2020. Donc, tout un corps arrière. Oui, ben, premièrement, moi, je crois qu'il va gagner le Comeback Player of the Year, il est revenu d'une grosse blessure au ligament croisé, une des blessures les plus difficiles à revenir, puis de la façon qu'il l'a fait à sa deuxième année, vraiment, je crois que c'est lui qui va être mentionné à cet honneur-là, et ça va être bien mérité. Ce que j'aime beaucoup de Joe Burrow, c'est son calme dans la pochette. Joe Cool, exactement, son nom, là, il le porte bien. Deuxième année dans la NFL, justement, il revient d'une grosse blessure. Il est très calme dans les moments clés. En plus, il se fait frapper à tour de bras. La ligne à l'attaque a beaucoup de difficultés. Il s'est fait saquer plusieurs fois en éliminatoire. Puis, notamment les 9 sacs contre calme. les Titans. Là, il y a beaucoup de corps arrière qui auraient paniqué. Ben, juste un exemple, Tom Brady, qui est le meilleur carrière de tous les temps, quand il se fait saquer souvent, il vient qu'à prendre des mauvaises décisions, il engueule ses joueurs de ligne. Joe Burrow reste calme, il n'a engueulé personne, fait ce qu'il a à faire, il est tough, puis il reste calme. Donc, ça, vraiment, tout à son avantage là, d'être calme comme ça à son âge. On regarde ses statistiques en 3 parties éliminatoires. C'est satisfaisant, là, 4 passes de toucher, 2 interceptions. Son passing rate est de 96,2, ce qui est correct. Mais ces matchs qui ont précédé les matchs de séries éliminatoires, son passing rate était d'environ 160, qui était des chiffres presque jamais vus. Donc, il a été bon. Est-ce qu'il a été sensationnel? Je pense que non, parce que par moment, on l'a vu prendre des mauvaises décisions. Est-ce que l'enjeu du Super Bowl va être trop pour lui? Parce qu'il pourrait devenir le premier joueur de l'histoire à gagner le trophée Heisman, le trophée du championnat national avec son équipe universitaire LSU et le Super Bowl. Donc, ça va être beaucoup de pression sur lui. Là. Puis moi, ce que je trouve de Joe Burrow, c'est que les statistiques ne sont pas impressionnantes, mais il a été bon au bon moment. On peut regarder Jimmy Garoppolo. Ils ont presque les mêmes statistiques dans la semaine dernière, mais il y en a un qui a été vraiment bon quand ça comptait, puis l'autre, quand ça a été le temps de faire la dernière montée, il a complètement échoué. Donc, c'est ces moments-là, c'est pas nécessairement les statistiques de fin de match, mais c'est vraiment quand est-ce que ces jeux-là ont payé, quand est-ce qu'il était bon. Puis c'est ce qui est fort avec Joe Burrow, c'est qu'il est bon quand ça compte. Très bonne analyse. Son substitut est Brandon Allen. Alors, on va souhaiter aux Bengals que Burrow ne se blesse pas. Du côté des Rams, Michael, Matthew Stafford, c'est un corps arrière qui a quand même été le premier choix au total par les Lions en 2009. Il n'avait jamais gagné un match éliminatoire avant cette année et finalement, ça a fallu un échange pour l'amener vers le chemin de la victoire. Oui, vraiment belle histoire, là, celle de Matthew Stafford. Comme tu l'as dit, 12 saisons avec les Lions, puis première saison avec les Rams. Il se rend au Super Bowl. Écoute, il y a eu des bonnes statistiques là, cette saison. En termes de passes de toucher, il était deuxième, seulement 2 passes derrière Tom Brady, 3e pour les verges par la passe. En série, QB rating de 115, donc 6 passes de toucher, 1 interception seulement. Donc, il a été très bon.
Mon seul point par rapport à Stafford, quelquefois, j'ai l'impression qu'il peut manquer de constance. Une petite bulle au cerveau là, par match, ça peut lui arriver. Donc, je vais lui souhaiter là, s'il peut avoir un bon match assez constant pour 60 minutes. Il pourrait vraiment passer pas de zéro parce qu'il y avait des bonnes stats avec les Lions quand même, mais là, il y aurait vraiment un gros succès avec les Rams. Là. On a l'impression, peut-être un petit peu à tort, que est-ce que c'est sa dernière chance? Non, il n'est pas si vieux que ça. Quand même, à 33 ans, c'est un gars qui a une bonne stature. Il est capable de se servir de ses jambes. Donc, c'est une arme qu'il ne va pas utiliser souvent, mais il est capable de les utiliser. Donc, c'est un gars qui est très complet. Et comme Joe Burrow, on dirait que c'est une version plus vieille seulement de Joe Burrow, mais ce n'est pas un gars qui, oui, là, fait quelques crampes au cerveau, mais ce n'est pas un gars qui cède sous la pression. On l'a vu, son comeback contre les Bucs, ça lui prenait des gros jeux. Il a fait 2 grosses passes alors qu'il était sous pression à son receveur Cooper Kupp. Donc, un receveur, un carrière de grande qualité. Lui aussi, qui est épaulé de Bryce Perkins, donc vraiment pas les gros réservistes au niveau du poste de corps. Oui, puis si je prends son match là, contre les 49ers, c'est vraiment en deuxième demi qu'il s'est réveillé où ça comptait. Là. En deuxième demi, c'était quoi? 255 verges, 2 passes de toucher. Donc, il y a vraiment un step-up, comme on dit, au bon moment. Donc, après chaque catégorie, on va donner notre avantage. À quelle équipe on donne l'avantage? Allons-y tout de suite avec Thierry. Corps arrière, avantage, Bengals ou Rams? Moi, j'y vais avec Matthew Stafford. Je pense que là, c'est l'expérience, l'âge peut-être va jouer un facteur. Au niveau talent, les deux sont vraiment très talentueux, à peu près égal, mais l'expérience va peut-être rentrer en bout de compte. Michael. Joe Burrow. Joe Cool. Avantage. Va faire froid. Bengals. De mon côté, je vais aussi du côté 2 très, très bons corps arrière, mais avantage Rams. Allons-y avec la deuxième catégorie offensive, celle des porteurs de ballon. Les Bengals, Michael, en ont un excellent. Joe Mixon, qui fait un choix de 2e ronde en 2017, un produit de l'Université d'Oklahoma. Ça a été un gars qui a été quand même blessé en début de carrière, mais là, revient d'une saison de 1200 verges au sol. Donc, c'est un gars qui est très explosif. Très explosif, comme tu dis, grosse saison aussi, 3e pour les verges, 4e pour les toucher au sol là, cette saison, environ 4 verges par course. Donc, je m'attends en série, il était un petit peu plus discret, si on veut, pas eu un match de 100 verges, là, si je ne me trompe pas encore dans ces séries-là. Seulement 3,1 verges par course et un seul touché. Donc, lui, c'en est un autre aussi qui n'a pas explosé encore, là. Exactement. Pas très visé non plus par la passe. Donc, écoute, s'il y a un match qui peut se réveiller, ce serait pas mal le temps parce qu'en saison régulière, il y a eu un impact avec son équipe. Mais là, les Bengals se sont rendus au Super Bowl sans avoir, si on veut, l'aide de Joe Mixon. Donc, ça pourrait jouer en leur faveur si Joe se réveille. Là. Son remplaçant est Chris Evans, qui est un gars qui est quand même très explosif. Il peut briser beaucoup de plaqués. Et c'est par la passe qu'on a quand même une option intéressante en le vétéran Samaje Perine, qui est une bonne option pour le bloc, mais aussi, tu as parlé un petit peu de Mixon par la passe, ce n'est pas vraiment un facteur. Perine, c'est un gars qui peut être une belle option sur un jeu d'attirer ou même, on voit souvent des déformations où le porteur de ballon s'en va directement dans les zones profondes. On a vu ce jeu-là depuis le début des séries avec Perine, donc ça pourrait être une force additionnelle, là. Oui, puis Perine, comme tu dis, par la passe, ça va être cette option-là. Mais je veux juste revenir à Mixon, qui protège quand même très bien le ballon. Je pense qu'il y a eu un échappé en 292 fois qu'il a porté le ballon. Donc, avec des Aaron Donald de l'autre côté, c'est une bonne affaire d'avoir des mains sûres. Donc, pour éviter les revirements, Mixon pourrait... c'est quand même des mains sûres là, pour les Bengals. Thierry, du côté des Rams, on a notre choix de 2e ronde en 2020, Cam Akers. C'est vraiment en série l'année passée qu'on avait eu d'énormes attentes. Finalement, il s'est blessé pour toute la raison. On l'a revu depuis le début des séries, mais ça n'a pas été un énorme facteur à date, là. Non, effectivement, il est revenu au jeu de sa blessure, mais le problème avec Cam Akers, c'est que là, on ne sait pas s'il va jouer. Il s'est blessé au dernier match, puis on ne sait pas s'il va faire partie de la rencontre. S'il fait partie de la rencontre, est-ce qu'il va la jouer tout le match? C'est un autre facteur qu'on ne sait pas. Puis, il y a eu de gros problèmes avec les échappés. Protection de ballon.
contre les Buccaneers a provoqué énormément d'échappées, puis les revirements, c'est ce qui peut faire en sorte que ton équipe perd le match. C'est ce qui a fait en sorte que les Buccaneers sont revenus de l'arrière. Exactement. Ils n'échappent pas ces deux ballons-là. Les Bucs ne sont jamais dans la partie. Là. Et voilà, donc il faut vraiment qu'ils corrigent ça. S'il revient au jeu, il faut vraiment qu'il ne provoque pas d'échappée. En arrière de lui, on a Sony Michel qui fait du bon travail, qui est un peu plus discret, mais il fait du bon travail. Mais moi, j'ai surtout écrit que peu importe quel porteur de ballon va avoir le plus de portée, est-ce que Sean McVay va oublier l'attaque au sol? Ça, c'est un gros facteur. Sean McVay a tendance à être très, très orienté vers l'attaque aérienne. Donc, est-ce que Sean McVay, après quelques séquences, va complètement oublier l'attaque au sol ou va équilibrer tout ça et la garder jusqu'en fin de match? On sait que l'équilibre est essentiel là, au sein d'une attaque. Pour ce qui est d'Hackers, c'est seulement 2,8 verges au sol. On le sait que Sonny Michel est un gars qui a vécu le Super Bowl, l'a gagné avec les Patriots. Par contre, ce n'est pas un gars qui, ici, là, il est mis dans une position où il est numéro 1, que course après course, il peut avoir du succès. Donc, dans un petit échantillon, Michel pourrait être un bon remplaçant, mais on va souhaiter aux Rams que Akers soit en santé parce qu'il peut vraiment être un facteur. Allons-y de nos prédictions. Pour ce qui est des porteurs de ballon, Michael, à qui tu donnes ton avantage? Joe Mixon. Thierry? Les Bengals. Moi, même chose, je vais avec Joe Mixon des Bengals. De mon côté aussi, j'y vais avec les Bengals. On est un petit peu plus sûr à ce niveau-là. Les receveurs de passe maintenant, du côté des Bengals, ont mis sur de nombreux joueurs de qualité. Thierry, le premier qui nous vient en tête, c'est Ja'Marr Chase, le 5e choix au total, le frère d'armes de Joe Burrow, hein, celui avec qui il a gagné le trophée ultime à l'université avec LSU. C'est quand même 1455 verges captées et 13 touchés à sa saison recrue. Donc, c'est des statistiques vraiment très impressionnantes, là. Oui, effectivement. Puis moi, j'ai marqué en blague, là, si ce trio-là était chez McDo, ça serait un des meilleurs vendeurs. Donc, c'est vraiment un trio très efficace. Très bon. Sont allés, c'est des choix qui ont rapporté. On a T. Higgins aussi qui a été choisi l'année dernière en choix de 2e ronde, qui est très productif. Plus de 1000 verges cette année. Donc, c'est un casse-tête pour les défensives parce que c'est pas comme, par exemple, les Packers que tu bloques Davante Adams, quoique c'est pas chose facile, mais les autres sont moins efficaces. Ici, tu peux bloquer Chase, mais à un moment donné, il va falloir que tu trouves d'autres façons de bloquer T. Higgins et Tyler Boyd aussi, quand même, le vétéran. Donc, c'est tout un casse-tête au niveau des défensives. Moi, par contre, là où ça va peut-être se jouer, c'est au niveau de CJ Uzomah qui s'est blessé. On ne sait pas s'il va revenir lui non plus. Ça peut faire mal. C'était quand même 13 attrapés Uzomah avant qu'il se blesse. Là. C'était une part entière de l'attaque. Là. Il est bon en bloc. Il est bon pour trouver aussi l'entrezone. Donc, ça fait une grosse différence de ce côté-là. Puis, j'ai hâte de voir si la jeunesse va être capable de produire au bon moment. Tu sais, c'est T. Higgins et Ja'Marr Chase, ces deux receveurs très jeunes. Si ça se met à mal aller dans la rencontre, est-ce qu'ils vont garder leur sang-froid? Ça va être à voir. Donc, ils sont beaucoup plus jeunes que du côté des Rams. Pour continuer un petit peu sur ton point, on a vu Ja'Marr Chase faire des attrapés de grande qualité contre les Titans alors que les Bengals remontaient le terrain. Même s'il avait une couverture très étroite à son endroit, a su se libérer, a su faire des jeux très explosifs. Donc, c'est un gars qui est rapide, qui est discipliné dans ses tracés. Donc, oui, il en a eu de la pression, mais il a bien répondu. T. Higgins, c'est quand même 14 attrapés. La semaine passée, Ja'Marr Chase était un petit peu plus surveillé. Donc, on est allé vers lui plus souvent. N'a vraiment pas déçu son corps arrière Burrow. Donc, comme tu as dit, ce sont des joueurs de jeunes joueurs, mais jusqu'à présent, ils ont vraiment livré la marchandise. Michael, du côté des Rams, on a aussi autant de talent, sinon plus. Là, on mise sur quand même Cooper Kupp, qui est quand même un choix de 3e ronde en 2017. Donc, tranquillement monter les échelons pour devenir cette année le receveur le plus prolifique de la Ligue nationale. Et maintenant, avec plus de 2000 verges captées, incluant les séries éliminatoires. Donc, c'est très impressionnant.
énorme ce qu'il est en train de faire, le Cooper Cup. Remporter la triple couronne dans la saison régulière, donc plus de verges, plus de touchés, plus de réceptions. Donc, tu sais, j'étais porté à croire souvent en série, les entraîneurs de l'autre équipe vont doubler ce type de joueurs-là, puis ils vont donner aux Rams, ils vont leur dire, ben battez-nous avec votre deuxième ou troisième option. Mais écoute, Cooper Cup là, contre les Bucks, c'est 183 verges, un touché. Contre San Francisco, 142 verges, 2 touchés. Donc, il continue à dominer, peu importe ce qui se présente devant lui. Ensuite, on a Odell Beckham Jr. qui, tout au long de sa carrière, a été le joueur qui a été doublé chez les Giants et chez les Browns aussi, en grande majorité. Puis, quitte les Browns, se retrouve avec les Rams, puis, ben, surprise, a du succès avec Matthew Stafford. Parce qu'il est le deuxième, en fait. On n'a jamais douté de ses qualités de receveur. Il n'est peut-être pas le plus assidu à l'entraînement, mais c'est un gars qui a une qualité exceptionnelle de receveur. Il est très, très rapide, a des mains sûres. Il n'est pas le meilleur dans ses tracés, mais lorsqu'il fait face au deuxième meilleur cornerback adverse, écoutez, il est très dangereux là, pour la défensive adverse. Super dangereux. Puis, c'est pas mon préféré. Là. Souvent, il fait des crises, si on veut, d'enfants du primaire là, sur les lignes de côté quand ça ne va pas à son goût, mais sur le terrain, très, très dynamique. Ensuite, on a Van Jefferson qui est peut-être blessé. On ne sait pas s'il va jouer. Quand même une bonne option pour la passe. Puis au niveau beaucoup dans la course aussi. Hein, on utilise beaucoup Jefferson dans des jeux d'attirer, même des pivots, des sweeps arrière. Donc, c'est un gars très, très rapide là, qui a quand même bien su remplacer Robert Woods, un joueur très important. Donc, il avait le même rôle. Là. Puis, la grosse cible, là, quand on n'est pas sûr, blessé au genou, Tyler Higbee, comme il est rapproché, est-ce qu'il va jouer, est-ce qu'il ne va pas jouer? Mais pour le remplacer, c'était Kendall Blanton qui a quand même bien fait contre, 5 en 5, 57 verges, un touché contre les Buccaneers. Donc, en remplacement de Tyler Higbee, a quand même bien fait comme rôle d'ailier rapproché. Là. Pour revenir un peu à Cooper Kupp, comme tu as dit, il revient de 2 gros matchs. Il a été étroitement surveillé contre les Cards, puis c'est quand même le receveur qui a le plus de verges captées en séries éliminatoires. Et même dans un match où il recevait moins de ballons, on l'a vu impliqué, que ce soit au niveau des blocs. Il continuait quand même à faire ses tracés à 100% pour essayer d'attirer la défensive adverse. Donc, contrairement à plusieurs receveurs vedettes qu'on peut voir, lorsqu'ils voient que le jeu n'est pas dans leur direction, ils s'effacent un petit peu plus. Lui, ça reste un gars qui est extrêmement intense puis qui est toujours à fond à 100%. Donc, c'est vraiment un atout majeur. Un exemple à suivre, là. Puis, simplement pour terminer sur les receveurs des Rams, la bonne nouvelle aussi, Sean McVay aurait complètement empêché OBJ de prendre une photo en bateau avec ses receveurs. Donc, de ce niveau-là, ils sont corrects. Ils ne répéteront pas la même erreur qu'avec les Giants. Beaucoup d'interrogations au niveau de Jefferson et Higbee. Donc, si ces deux gars-là ne sont pas en uniforme, ça va faire mal pour les receveurs des Rams. Allons-y avec nos prédictions. À qui on donne l'avantage? Thierry, pour commencer. Je vais avec les Rams. Michael? Serré, mais je vais avec les Rams. J'y vais aussi avec les Rams pour les facteurs Cooper Kupp et Odell Beckham Jr. Rapidement, on va se pencher sur un point qu'on aborde moins souvent lorsqu'on analyse un match. C'est la prestance d'une ligne offensive. Pourquoi c'est important? Parce que les deux lignes offensives sont un petit peu aux antipodes. L'une a eu extrêmement de difficultés. On va commencer avec celle des Bengals. Justement, Michael, ça a été la 3e pire dans la ligue. 55 sacs alloués. 12 sacs en 3 parties éliminatoires, mais c'est vraiment le 9 qui fait peur contre les Titans. Contre les Chiefs, contre les Raiders, ça a bien été. Mais quelle ligne offensive va-t-on avoir sous les yeux, celle qui a affronté les Titans ou celle qui a affronté les 2 autres équipes? Écoute, plusieurs vont dire que c'est un des plus gros mismatchs, la ligne défensive versus la ligne offensive des Bengals. Si tu regardes les 5 joueurs qui jouent pour la ligne offensive, puis Pro Football Focus, qu'ils analysent, ils donnent une cote sur chaque joueur. Le meilleur coté, c'est Quinton Spain à 26e sur 82 en termes de joueurs à sa position. Le reste, là, c'est... Belle histoire, Spain aussi, là, c'est le coéquipier de Burrow à LSU, donc ils ont vraiment évolué ensemble. Mais comme tu dis... Ça fait vraiment dur. Écoute, dans ma feuille de notes, là, je ne veux pas vous mentir, j'ai écrit en lettres majuscules
pourri. Burrow, là, il se fait presser une fois sur 3 jeux. Il n'y a pas beaucoup de temps. Mais le seul espoir que je vois pour les Bengals, c'est lorsque les Rams vont mettre une pression à 5. Joe Burrow est un des très bons corps arrière quand c'est le temps de dégainer rapidement. Donc, quand ils font une pression à 5, les Rams, il y a beaucoup d'espace au second niveau et Joe Burrow pourrait se débrouiller à ce niveau-là. Tu as parlé de son garde à gauche, Spain, son garde à droite, Jackson Carman, qui a été le choix de 2e tour en 2021 cette année. Donc, c'est un gars qui est quand même très, très bon dans sa position. Il n'est pas certain de jouer. Il ne jouait pas contre les Titans. Ça a été une vraie passoire. Donc, son remplaçant n'a vraiment pas fait le travail. Et les deux, le left tackle et le right tackle, Jonah Williams et Isaiah Prince, ne sont vraiment, vraiment pas des valeurs sûres. Donc, si Carman ne joue pas, ça risque d'être encore plus difficile pour la ligne offensive des Bengals. Ouais, c'est une vraie passoire. Là. Puis, tu sais, quand ils ont repêché Ja'Marr Chase, là, pour revenir rapidement à ça, une petite parenthèse, on s'est dit, quand Joe Burrow a eu sa grosse blessure, hey, ils vont le protéger, c'est leur premier choix. Penei Sewell. Leur joueur d'avenir, protégez-le. Puis non, ils sont allés avec un receveur. Ça paye jusqu'à maintenant. Est-ce que ça va payer jusqu'au Super Bowl? À voir. Bon point. Du côté des Rams, ben, c'est l'inverse. Sans avoir le meilleur dossier de la Ligue, c'est le 7e meilleur. Seulement 5 sacs alloués en série. Mais la question, c'est est-ce que le vétéran Andrew Whitworth, on pourrait penser que c'est notre grand-père? Ben non, c'est un joueur actif de la NFL. Puis c'est un left tackle qui est très, très utile pour les Rams. Mm-hmm. Puis tu fais bien de le mentionner, là, c'est quand même impressionnant qu'à 40 ans, il joue encore à une position que tu te fais frapper littéralement à tous les jeux. Donc, c'est vraiment impressionnant de ce côté-là. Puis la ligue à l'attaque, je trouve, en début de saison, j'avais des questionnements justement du fait que ton meilleur bloqueur, c'est un gars de 40, qui s'en va sur sa quarantaine. Ouais. J'avais des questionnements. Finalement, ils m'ont bien fait mentir. Donc, c'est une des meilleures en termes de protection par la passe. Josa, correct. Mais c'est une bonne ligne à l'attaque. Mais c'est ça. Est-ce que Whitworth va jouer? C'est une bonne question. Ils n'ont pas de joueurs étoiles. Hein. On en connaît plusieurs des joueurs de ligne offensive qui font des salaires astronomiques et sont vraiment le cœur de leur équipe. Ils n'en ont pas vraiment, mais ils travaillent extrêmement bien en unité. Oui, puis ce que j'aime bien, c'est que c'est presque la même ligne que l'année dernière. Donc, c'est ça, ils ont une cohésion qui fait en sorte qu'ils sont très bons. Puis, il n'y a pas eu beaucoup de blessés sur la ligne. Donc, c'est la même ligne depuis le début de la saison. Donc, ça paraît une ligne qui joue ensemble depuis quand même longtemps et qui n'ont pas de blessés. Ça fait toute la différence. Puis c'est ça qu'on voit, là, comme tu le dis, il n'y a pas de vedette, absolument. Mais pourtant, c'est une des meilleures lignes. Donc, on sait qu'une ligne offensive qui se tient, qui se connaît, ça peut donner énormément de temps supplémentaire à son corps arrière. Tu as parlé un petit peu de course. Ce sont 2 lignes à l'attaque qui ne sont vraiment pas les meilleures pour créer des brèches pour leurs porteurs de ballon, mais la différence, c'est vraiment au niveau des sacs alloués. On va y aller avec notre choix, Michael. La ligne offensive. Disons que avec ton analyse de ça des Bengals, je pense que le choix est évident, mais on veut t'entendre quand même. Les Rams. Thierry. Les Rams aussi. Ça va être mon choix aussi. On va se lancer. On a terminé du côté de l'attaque. On va se lancer du côté de la défensive. Ce sont 2 défensives qui se ressemblent au niveau des statistiques. On va commencer par le front défensif. Qu'est-ce que c'est le front défensif? Ce sont, dépendamment de la formation utilisée, le 3 joueurs de ligne défensive ou 4. Donc, c'est souvent des 4-3 ou des 3-4. On a nos joueurs de ligne défensive comprenant les plaqueurs et les demi-défensifs, ceux qui vont un petit peu plus chasser le corps. Les plaqueurs vont plus arrêter la course. Et on a nos secondaires. On a des secondaires intérieurs, des secondaires de côté. Du côté des Bengals, on a une formation 4-3. Donc, les 2 vedettes, là, c'est vraiment les demi-défensifs. Sam Hubbard, 7,5 sacs cette année, et Trey Hendrickson, 14 sacs en 2021. Oui. Écoute, au niveau des Bengals, ils ont fait des belles acquisitions pendant la saison morte. Toutefois, c'est quand même, selon ESPN, la ligne défensive est cotée 25 contre la course et la passe, les deux 25e.
Toutefois, en éliminatoire, il y a eu une grande augmentation. On les a vus vraiment élever leur jeu d'un cran du côté de la ligne défensive. Puis ça, c'est quand même encourageant. Par contre, il faut qu'ils soient capables de trouver des façons de mettre de la pression sans blitzer parce que Matthew Stafford, dans la saison, est un des meilleurs carrières contre le blitz. Donc, il faut le moins possible, il faut amener un secondaire de plus parce que c'est vraiment pas payant contre Matthew Stafford. Donc, si on n'est pas capable de mettre la pression à 4 joueurs, peut-être qu'il va falloir mettre un blitz, mais si on regarde les statistiques, c'est pas payant contre Stafford. Donc, il faut que cette défensive-là à 4 soit capable de mettre de la pression. Puis, Trey Hendrickson, on en a parlé un petit peu, c'est vraiment le cœur de ce front défensif-là. On l'a vu la semaine passée, c'est un gars qui se donne à 100%, à un tel point qu'il doit manquer quelques jeux parce qu'il n'a simplement plus de souffle. Donc, il est tellement intense dans chacune des séquences qu'il peut être dangereux, comme tu as dit, pour attaquer le corps arrière, même quand ce n'est pas une formation qui est en blitz. C'est un gars qui a passé les 4 dernières années avec les Saints de la Nouvelle-Orléans. On sait que les Saints, pour chasser le corps, ce n'était pas vraiment un problème. On l'a laissé aller. Il a vraiment eu énormément de succès au niveau des Bengals à sa première année. Mais le problème, c'est au niveau de la couverture. C'est plus à l'intérieur un petit peu. Là. On a des plaqueurs qui sont efficaces en DJ Reader puis BJ Hill. Mais le problème se situe au niveau des secondaires. On a 3 secondaires en Logan Wilson, Jermaine Pratt et Marcus Bailey qui ont tous 3 ans ou moins d'expérience dans la ligue. Donc, on n'a pas ce facteur. On le sait lorsqu'on a un secondaire qui est efficace pour arrêter la course, la passe. On a qu'à penser à un Lavonte David ou avec les Bucks ou Shaq Barrett. C'est vraiment ce qui manque du côté du front défensif des Bengals, là, au moins un secondaire d'expérience et d'impact. Là. On va y aller avec l'analyse du front défensif des Rams. Oui. Contrairement aux Bengals, eux, ils ont une formation 3-4, donc 3 joueurs qui sont sur la ligne défensive. Donc, les demi-défensifs, Sean Robinson, mais surtout Aaron Donald, 12,5 sacs cette année, choix de premier tour en 2014, 3 fois le meilleur joueur défensif de la Ligue. Ce gars-là est un monstre. Tu m'enlèves les mots de la bouche. C'est un monstre. On voit ses vidéos d'entraînement là, souvent hors saison. Torse nu, il fait peur, ce monsieur, Aaron Donald. Sinon, Greg Gaines va être au milieu, Sean Robinson. Donc, les 3, s'ils sont en mesure de mettre de la pression là, à 3, ce que je crois qu'ils vont être capables de faire sur Joe Burrow, les Bengals vont avoir de la difficulté. Ensuite, là, dans les linebackers, un autre joueur étoile, Von Miller, qu'on est allé chercher. 5 sacs cette année. Oui, par voie de transaction. Donc, quand tu as Aaron Donald et Von Miller qui te courent après, ça peut en stresser certains. Puis, donc, écoute, moi, c'est pas une ligne défensive toute étoile, là, mais pas loin. Ils ont des joueurs d'impact qui peuvent faire la différence. On a Leonard Floyd aussi qui est excellent pour mettre de la pression, qui est à la position de secondaire, 9,5 sacs aussi, plus de 70 plaqués. Il est très, très bon contre la course, pas mal moins contre la passe. Par contre, là, Ernest Jones et Troy Reader, c'est la même chose. Nos secondaires ne sont pas si rapides, ne sont pas si efficaces contre la passe. Donc, s'il y a un problème au niveau du front défensif des Rams, c'est à ce niveau-là. On va y aller de notre prédiction pour le meilleur front défensif. Thierry, de ton côté? Les Rams. Oui, les Rams. Michael? Rams, pour moi aussi. C'est mon choix aussi, autant que Trey Hendrickson est bon. Il y a trop d'expérience au niveau du front défensif des Rams. Il faut se dire, Von Miller, c'est un gars qui a gagné le Super Bowl, donc il va dans un match crucial comme ça, il va savoir comment réagir. On va y aller avec le dernier élément de la défensive, la tertiaire. La tertiaire, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui est un petit peu plus en périphérie de la défensive. Donc, on a nos maraudeurs qui sont vraiment souvent les joueurs les plus loin du jeu et les demi de coin qui sont les plus à l'extrémité, mais qui suivent les receveurs adverses. Du côté des Bengals, on a une panoplie de joueurs qui en sont soit à leur première ou à leur deuxième année. Pas nécessairement des joueurs étoiles à la base, mais on dirait que
ce groupe-là a décidé de mettre leurs statistiques de saison régulière dans les poubelles et ont décidé d'être des joueurs d'impact et de se créer une chimie extraordinaire. Donc, la tertiaire des Bengals est vraiment belle à voir aller. Puis ça commence par le meneur, là, Eli Apple, ancien choix de première ronde des Giants. Ouais, c'est vraiment par comité là, qui vont, comme tu dis, en saison régulière, ça a été très ordinaire. Puis en série, écoute, ils me font mentir match après match. Eli Apple, comme tu as dit, ça va être un des joueurs à surveiller en défensive. Là, il va y avoir probablement quelques-uns, un contre Cooper Kupp ou contre Odell Beckham Jr. Donc, ça va être à surveiller ces confrontations-là. Il y a Mike Hilton aussi qui, écoute, il a seulement loué 3 catchs en séries éliminatoires lorsqu'un receveur a été visé contre lui. C'est incroyable comme statistique. Là. Il est vraiment une valeur sûre. L'autre, c'est peut-être que je le prononce mal. Chidobe Awuzie. Chidobe Awuzie se débrouille très, très bien également. En arrière, Von Bell, Jesse Bates. Écoute, des joueurs d'impact, là, des grosses interceptions au dernier match contre les Chiefs pour mettre le match hors de portée. C'est important d'ajouter que Apple, Awuzie, Von Bell, Mike Hilton, j'ai mentionné que ce sont des joueurs qui sont en leur première ou deuxième année, mais ce ne sont pas nécessairement des recrues. Ce sont des joueurs qui ont été délaissés littéralement par leurs autres équipes. Là, ça n'a pas été des acquisitions par transaction. Ce sont des signatures d'agents libres. Ce sont des joueurs que leurs équipes ne voulaient pas re-signer, ne les trouvaient pas assez efficaces. Woody, c'est un choix de deuxième ronde des Cowboys quand même. Donc, on a vraiment ramené plusieurs joueurs à droite, à gauche. Ça a été long avant de cimenter une chimie, mais on a vraiment trouvé quelque chose de très intéressant. Oui, les rejetons. Puis quand on a une bande de rejetons qui finit par fonctionner, peut-être qu'il faut regarder au niveau des entraîneurs aussi qui réussissent à faire fonctionner ça. J'ai noté que justement, ces joueurs-là font des maux de tête au corps arrière. Ils rendent la vie difficile. Les lectures sont difficiles. Ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller. Est-ce que c'est du zone? Est-ce que c'est du homme à homme? Donc, chaque jeu corps arrière, il va se creuser la tête. Il va essayer de lire la défensive. Ça va être difficile à voir. C'est une tertiaire qui n'est pas nécessairement très imposantes, mais ils sont petits, ils sont rapides, ils sont tenaces, donc ils sont tout le temps dans les shorts des receveurs adverses. Donc, ils sont très fatigants à jouer contre. Allons-y avec, avec celle des Rams. La tertiaire des Rams, c'est pas compliqué. Thierry, c'est Jalen Ramsey et tous les autres. Oui, donc effectivement, on a un demi de coin étoile en Jalen Ramsey. On a quand même un bon deuxième avec Darius Williams qui fait du bon travail quand même. Mais c'est au niveau des maraudeurs qu'il y a des questionnements. Ils ont eu beaucoup de blessés. Ils ont même ramené Eric Weddle. Eric Weddle de la retraite. Donc, qui fait quand même du bon travail. Il faut souligner ça. Mais on a des ennuis au niveau des maraudeurs. Donc, moi, ce que j'ai écrit, c'est que Jalen Ramsey doit être dominant. Il parle beaucoup. Il dit tout le temps que c'est le meilleur. Ben là, il faut qu'il le prouve. On est au Super Bowl. Il faut qu'il soit dominant contre un groupe de receveurs. On en a parlé tantôt qui sont vraiment forts, très féroces. Il faut qu'il soit très dominant pour pouvoir aider cette tertiaire-là qui peut être discutable par moment. Tu as parlé des safeties, des secondaires. Là. C'est important de mentionner que quand même Jordan Fuller, qui est un moteur de cette défensive-là, est blessé, ne sera pas là. Son remplaçant, Nick Scott, est loin d'être un joueur d'impact. Oui, on a Taylor Rapp, l'autre côté, qui est un petit peu plus efficace, là, quand même 4 interceptions au niveau de la saison et 94 plaqués. Mais Nick Scott, on l'a vu en séries éliminatoires. Même Weddle, ils sont vulnérables. Ils n'ont pas la vitesse qu'il faut pour couvrir les receveurs rapides adverses. Puis, dans la tertiaire, on va mentionner rapidement l'apport des secondaires derrière ça. Donc, dans le jeu par la passe, les Rams n'ont pas des secondaires très, très bons au niveau de la couverture de passe. Donc, même si tu as des joueurs derrière qui font le boulot, si les secondaires ne sont pas capables d'arrêter les ailiers rapprochés ou les porteurs de ballon, ça se peut que ce soit difficile aussi là, à ce niveau-là. Puis la troisième option au niveau des demi de coin, tu as parlé de Darius Williams, qui
qui s'est quand même fait souvent battre en éliminatoire. Ben, l'autre, c'est David Long Jr. Lorsqu'il a affronté un troisième receveur de qualité, ça a été extrêmement difficile pour lui. Ça a été de longues soirées, des longs matchs. Mais là, il risque d'être souvent confronté à un Taylor Boyd, un CJ Uzoma, peut-être même T. Higgins, dépendamment des formations. Donc, ça risque d'être difficile pour lui. Allons-y de notre avantage au niveau de la tertiaire. Michael, pour commencer, tu donnes ton vote à qui? Pour avoir réussi où la meilleure défense a échoué, pour avoir arrêté les Chiefs, j'y vais avec les Bengals. Thierry? Je vais aussi avec les Bengals, étant donné leur cohésion. Là, vous venez d'en parler. C'est une bonne unité qui travaille bien ensemble. N'en déplaise à Jalen Ramsey, je choisis aussi les Bengals. Donc, cette panoplie de joueurs un peu moins connus qui risquent d'avoir un bel impact. On va parler des unités spéciales. On a mentionné le fait en début d'émission qu'on dirait que c'est l'année la plus importante pour les botteurs. Ils ont réussi de très gros bottés. Thierry, on va commencer avec les Bengals. On a fait ce que la majorité des équipes ne font pas, c'est-à-dire repêcher un kicker, un botteur de précision. Evan McPherson, c'est un choix de 5e ronde cette année. Et mon Dieu, qu'il y a eu du succès. 28 en 33 en saison, 12 en 12 en série, dont 2 bottés gagnants. Ce gars-là a de la glace dans les veines. Ouais, c'est ça. Je l'ai écrit. C'est un botteur recru, mais il a démontré une confiance incroyable en match éliminatoire. Donc, oui, c'est une recrue, mais il joue plus avec l'étoffe d'un vétéran. Est-ce que ça va se prolonger aussi au Super Bowl? Ça va être la question. Mais pour l'instant, on peut même pas mettre que c'est un recrue dans un facteur. Là. Il joue vraiment très bien. Ensuite, par contre, on a un botteur vétéran, un botteur de dégagement. Mon Dieu, j'ai oublié son nom. Hubert, Hubert. Donc, j'ai hâte de voir s'ils vont être capables de gagner l'avantage du terrain sur les bottées de dégagement, ces bottées à l'intérieur des lignes de 20. Tellement important. Si tu es capable de refouler les Rams dans leur ligne de 10, puis justement, ou même à la ligne de 5, des bons bottés, puis là, ils sont obligés d'y aller un peu avec du jeu au sol qui sont un peu moins à l'aise, ça pourrait faire une bonne différence. Là, Notons la belle présence aussi de Chris Evans, le running back qui fait les retours de bottées qui peut être très, très dangereux. Petite anecdote pour terminer sur McPherson. Pour montrer à quel point c'est un gars confiant dans sa victoire contre les Titans, a mentionné, même avant son kick, a mentionné à son carrière Joe Burrow que l'équipe s'en allait en finale d'association. Et on ne parlait pas ici d'un placement de 30 à 40 verges. Là. On parlait d'ici d'un placement de 51 verges. Donc, pour avoir cette confiance-là, c'est qu'il est prêt à tout pour gagner. Il a extrêmement confiance en ses moyens et c'est dangereux. Michael, du côté des Rams, c'est un botteur qui a quand même eu du succès en Matt Gay, 32 en 34, 7 en 9 en série, mais les 2 placements ratés ont été très importants. On pense à ce placement de 47 verges contre les Bucs qui a été raté par manque de longueur. Donc, c'est très, très rare de le voir à cette distance-là. Souvent, on va aller à droite, à gauche si on le manque. Là, ça a été manqué en termes de longueur. Donc, ça fait peur un petit peu. Au moins, c'est bien repris pour donner la victoire à l'équipe un petit peu plus tard. Oui, vraiment. Mais c'est le jour et la nuit, si on peut dire, là, pour saison et série. Saison, 94 % d'efficacité sur les field goals. En série, ça tombe à 78 %. Rien pour donner confiance à Sean McVay. Puis, écoute, pour les bottées d'après toucher, moyenne 62 verges, Matt Gay. Mais les retours, c'est pas juste lui, là, mais 721 verges allouées, contrairement aux Bengals qui en avaient 235. Donc, souvent, on alloue de gros retours aux adversaires. Ça pourrait jouer là, au Super Bowl. L'avantage du terrain, très, très, très important. La bataille du positionnement, Thierry t'a parlé du botteur de dégagement, c'est essentiel. La différence entre botter le ballon lorsqu'on dégage dans la zone des buts et recommencer au 20 ou pouvoir le mettre dans les 10 verges et moins là, pour qu'une équipe puisse recommencer à la ligne de 5. Ne pas avoir beaucoup de place aussi sur le terrain pour manœuvrer, ça change tout. Là. On va y aller de notre avantage. Thierry, tu donnes ton vote à qui? J'irai avec les Bengals avec leur dernier match. Là, c'est eux qui ont
le vent dans les voiles, je dirais, au niveau des unités spéciales. Michael. This is why we draft kicker, les Bengals. Effectivement, Evan McPherson qui a dit ça par la suite. C'est mon choix aussi, Evan McPherson, un gars très confiant que j'adore. Les entraîneurs, Michael, les Bengals, nos 3 entraîneurs principaux sont relativement peu d'expérience dans leur rôle. Zach Taylor, c'est un jeune entraîneur, en est à sa 3e équipe. Il n'a pas eu du succès au début. L'état-major n'a pas paniqué. Il est quand même bien entouré avec le coordonnateur défensif Lou Anarumo et Ryan Callahan, qui ont tous deux plus de 10 ans d'expérience. Mais encore une fois, ce ne sont pas des gars qui ont vécu des grands moments dans ce rôle-là. Là. Non, c'est comme, écoute, la jeune histoire, j'ai l'impression, des Bengals commence à s'écrire. Zach Taylor en fait partie. Là. Fait intéressant, Zach Taylor, ancien coach des receveurs et des corps arrière chez les Rams avec Sean McVay. Donc, 2 entraîneurs qui se connaissent quand même très bien. Les Bengals, c'est une équipe qui ne fait pas beaucoup d'erreurs, donc relativement bien coachée. Là. Donc, Zach Taylor, il me semble bien détendu aussi. Là. Si je ne me trompe pas, le dernier match, je pense qu'il y a eu un gros échappé ou une interception, quelque chose. Puis là, on le voyait sur les lignes de côté, il souriait, il embrassait le moment. Donc, il est très intense quand même. Oui. Très, très intense. On l'a vu à certains moments réprimander les officiels et donner certaines instructions à ses joueurs. C'est une bonne chose. Puis comme tu as dit, lorsque tu vois que ton entraîneur ne panique pas, tu vas y aller dans la même direction, tu vas rester calme. Ça, c'est essentiel. Oui, vraiment. Du côté des Rams, Thierry, lorsque Sean McVay a été nommé en 2017, il est devenu le plus jeune coach de l'histoire de la Ligue à seulement 30 ans. Là, on dirait que ça fait quand même... Et même avant ça, il avait roulé sa bosse avec les Redskins, entre autres. Donc, c'est un gars qui est déjà allé au Super Bowl, l'a perdu, a fait ce qu'il fallait pour s'ajuster, pour y retourner, mais il arrive avec une tonne, oui, de la pression, mais avec beaucoup, beaucoup de momentum. Oui, moi, ce que j'ai écrit, par exemple, c'est qu'il doit se contrôler sur certains aspects. On a vu des révisions de jeu vraiment douteuses là, qu'il a utilisées. Il a perdu des temps d'arrêt avec ça. Très bon point. Ensuite, des 4e essais. Il allait en 4e essai sur des séquences que ça n'a pas fonctionné. Donc, oui, d'être agressif, c'est bien, puis c'est quelque chose qu'il aime faire. Mais là, je pense qu'il va devoir se contrôler, puis peut-être écouter plus ses adjoints pour moins faire ces erreurs-là. Donc, on le sait là, que les temps d'arrêt qui sont gaspillés un petit peu sont vraiment cruciaux en fin de match. Par exemple, les Chiefs de Kansas City n'auraient jamais gagné contre les Bills s'ils n'avaient pas eu leur temps d'arrêt. Donc, c'est un excellent point que tu amènes. Il va peut-être falloir qu'il consulte un petit peu plus son équipe, mais il ne peut pas se permettre de perdre ces 2 challenges comme ça. Avantage de quel côté, Michael? Je vais aller avec les Bengals parce que Sean McVay a un petit peu paniqué la semaine passée. Thierry? Ouais, dessus. Moi, de ce côté-là, je pense que je vais y aller avec McVay, des Rams. Je vais y aller aussi avec McVay. C'est un... Oui, des fois, il va suivre ses émotions, mais c'est un gars qui prépare son équipe d'une main de maître. On sait que c'est un petit peu le protégé de Bill Belichick, là, donc ils ont beaucoup été en contact. Bill Belichick estime énormément Sean McVay. C'est peut-être parce qu'il lui rappelle lui-même, mais McVay devrait se reprendre de ses erreurs. Allons-y de cette catégorie d'impondérables, certains éléments qui ne sont pas, qu'on n'est pas capable de voir sur une feuille de statistiques, mais qui peuvent faire pencher la partie d'un côté ou de l'autre. Puis je vais vous demander chacun de m'en nommer quelques petits éléments très rapides et pourquoi ça avantage une équipe ou l'autre. Là. Thierry, pour commencer. Moi, j'ai marqué en gros la pression. Les Rams ont mis le paquet cette année avec leurs transactions, leurs acquisitions. C'est tout ou rien. Là. On le savait dès le début de la saison. Depuis le début de la saison, ce n'était pas encore commencé qu'on disait les Rams, s'ils ne gagnent pas le Super Bowl, c'est un échec. À la maison en plus. C'est ça, à la maison en plus. Donc, même s'ils perdent, je ne sais pas, moi-même, s'ils perdent 31-30, c'est un échec. C'est littéralement ça. Donc, beaucoup de pression de ce côté-là. En plus, les Rams ont une pression. Matthew Stafford a une pression du fait que ça fait 12 ans qu'il attend ce moment-là. Oui, il est encore jeune, mais on le sait qu'aller au Super Bowl, c'est difficile. Est-ce qu'il va y retourner l'année prochaine? Il y a plein de joueurs qui ne resteront pas avec les Rams. Donc,
toute la pression est du côté des Rams. Il y a zéro pression du côté des Bengals. C'est beaucoup plus que mission accomplie. On ne les voyait même pas en séries éliminatoires. Ils se sont rendus en séries éliminatoires. Ils se sont rendus jusqu'au Super Bowl. Donc, c'est mission accomplie, c'est à terre, puis les autres sont au plafond. S'ils perdent, il n'y a aucun partisan des Bengals qui va être déçu. Absolument. Donc, ce côté de la pression, c'est du côté des Rams. Puis, on le sait aussi que si ça se met à mal aller, tu as un Odell Beckham d'un côté en offensive, puis tu as un Jalen Ramsey de l'autre côté. C'est deux fortes têtes qui peuvent être des excellents joueurs, mais ça peut être des poisons quand ça se met à mal aller. Ouais. Donc, il va falloir être capable de gérer cette pression-là, puis c'est tous les Rams qui l'ont, 100%. Michael, de ton côté. Oui, juste me corriger, là, pour l'avantage des coachs, j'avais noté avantage à Sean McVay. OK. On excuse pour ça. Écoute, les impondérables, je peux t'en donner 2-3. Le premier, Joe Cool, Thierry, tu as mentionné la pression. Joe Cool se fout de la pression. Donc, impondérable, pour moi, c'est Joe Burrow. Il va adorer ce moment-là, Super Bowl. Il aime ce type de moment. Ensuite, j'ai noté, connaissez-vous votre calendrier chinois? C'est l'année du tigre cette année. Donc, les Bengals, c'est très bon pour eux. Et aussi, on sait que là, ça se passe à domicile, ça se passe à Los Angeles, mais le fait, l'équipe qui va être à la maison ou à l'extérieur pour déterminer qui choisit le coin toss et tout, c'est une année nationale, une année américaine et on alterne. Cette année, c'est l'américaine qui sont à la maison. Donc, les Bengals, même si on joue au stade des Rams, seront dans le vestiaire des Rams parce qu'ils sont l'équipe à domicile. Donc, fait intéressant là, pour le Super Bowl. Moi, j'en ai deux, puis ça concerne plus les Rams aussi. On le sait que les Rams ont été excellents en autodestruction pour se saboter eux-mêmes. On l'a vu au dernier match de la saison régulière contre les 49ers. Les 49ers n'auraient pas fait les séries s'ils n'avaient pas été des beaux cadeaux offerts par les Rams. On l'avait vu de d'autres matchs précédents en saison régulière. On l'a vu contre les Bucs. On a failli gaspiller une avance de 27-3. C'était l'égalité à un certain point et c'était une panoplie d'erreurs mentales. Oui, des échappées, ça peut arriver. On a quand pensé au snap qui a été raté alors qu'on était en zone des Bucs. Ça a créé un revirement. Les Bucs en ont profité. Donc, si les Bucs s'auto-détruisent et ne sont pas capables de fermer la game, ça va être extrêmement difficile pour eux et les Bengals pourraient en profiter pour revenir dans le match. Mon autre point, à quel point oui, on a parlé que c'était au SoFi Stadium, c'est à Los Angeles le match, mais à quel point les Rams vont pouvoir compter sur une base solide de partisans. C'est un point très important pour moi. Je ne pense pas que c'est l'équipe qui a la plus grosse fanbase dans la NFL. On l'a vu contre les 49ers, là, c'était très, très, très partagé. Est-ce que la foule va être capable de se mettre dans la partie pour déranger les Bengals? Ça n'a pas été trop un problème pour eux contre les Chiefs. On sait que c'est une bande de partisans qui est extrêmement bruyante. Donc, il va falloir que les partisans des Rams fassent leur travail. Sinon, ça risque d'être un petit peu trop facile pour Joe Burrow. Allons-y un petit peu des... Parlant de ça, oui, vas-y. Juste pour ajouter sur les partisans, je ne sais pas si tu as vu le prix des billets du Super Bowl. Ça n'a aucun sens. C'est hallucinant. Donc, je ne crois pas qu'il va y avoir beaucoup des vrais partisans là, qui se démènent chaque semaine. Là, au prix des billets, ça va juste être des riches puis des personnes haut placées dans des business. Puis c'est pas eux autres qui vont vraiment faire du bruit. Donc, je pense pas que ça va être un gros avantage de jouer à la maison. D'un côté ou l'autre, on ne s'attend pas à une tonne de partisans des Bengals non plus. Si, par exemple, ça avait été San Francisco en finale, ça aurait peut-être pu être différent. Allons-y d'un point pour conclure notre analyse là, qui est extrêmement importante. Les moments dans lesquels une attaque va être opposée à une défensive. Commençons avec l'attaque des Rams qui va affronter continuellement celle des Bengals. C'est des affrontements qui vont être similaires, on va le voir dans les deux cas. C'est la 5e attaque contre la passe contre la 26e défense contre la passe, la 25e attaque au sol contre la 5e au sol.
Donc, on serait porté de croire que les Rams vont énormément passer le ballon. C'est ce que tu as mentionné tantôt, Thierry. Il ne faudrait pas qu'ils tombent dans l'erreur de trop oublier le jeu au sol, même si ce n'est pas leur force. Mais dans cette confrontation-là, qu'est-ce qui retient votre attention, Michael, pour commencer? Mon Dieu. Ben, écoute, moi, je vais y aller pour l'attaque des Rams, qui va battre la défense des Bengals. Là, on a parlé du corps de receveur des Rams, qui, selon moi, est tout simplement supérieur à ceux qui surveillent, là, en d'autres mots, les receveurs. Cooper Kupp, saison d'une vie. Je pense que ça va se poursuivre au Super Bowl pour lui. Thierry, de ton côté, qu'est-ce qui retire ton attention? Moi, que ce soit de l'attaque des Rams ou l'attaque des Bengals, peu importe, c'est la guerre des tranchées. Les lignes à l'attaque, c'est, comme on l'a dit tantôt, c'est à force inégale. Autant que la protection de passe des Rams est meilleure que la défensive des Bengals, autant que la ligne défensive des Rams est dominante versus la ligne à l'attaque des Bengals. La guerre des tranchées, moi, je pense que c'est là que ça va se jouer. Puis si tu es capable de bloquer les Bengals, bloquer les 4 joueurs des Bengals de la ligne défensive, il va falloir qu'ils amènent le blitz, puis on en a parlé tantôt. Matthew Stafford est bon contre le blitz, donc je pense qu'ils vont avoir de la difficulté à trouver des solutions à ça. Je pense vraiment que la guerre des tranchées, c'est la clé du match, selon moi. Très bon point. Puis au niveau de l'attaque des Bengals contre la défense des Rams, ça va être vraiment excitant de remarquer si Jalen Ramsey va être opposé à Ja'Marr Chase. Si c'est le cas, on va avoir un duel extraordinaire toute la soirée qui va sortir avec l'avantage de ce niveau-là. Si Ja'Marr Chase ne touche pas au ballon beaucoup, ça veut dire que Jalen Ramsey aura fait son travail. Par contre, on est quand même 22e contre la passe du côté des Rams, même avec ce gros joueur-là. Donc, on en a parlé un petit peu de la tertiaire qui est déficiente, mais c'est vraiment un très, très beau match-up. Michael, qu'est-ce que tu en retiens, toi? Ben écoute, moi, je pense qu'on va aller au deuxième meilleur receveur de chaque équipe. Je pense que ça va être ça la clé, parce que Kupp, oui, j'ai dit, il va se démarquer, mais écoute, ça se peut qu'il soit très bien surveillé, double couverture, ça se peut que ça ne se passe pas bien. Même chose pour Ja'Marr Chase. Donc, moi, je vais voir Odell Beckham Jr. contre T. Higgins. Je pense que ça va être la clé de ce match-là. Écoute, je vais favoriser encore une fois l'attaque J'ai favorisé l'attaque des Rams, je favorise l'attaque des Bengals contre la défense des Rams. On a mis plusieurs crochets de chaque côté. Je pense que on n'a même pas fait nos prédictions encore et on est capable de voir que ça va être un match qui est serré. Ça aurait été possible d'avoir tous les crochets d'un côté ou même la grande majorité, mais on voit que c'est quand même très, très bien réparti au niveau de la défensive. On les a mis de chaque côté. À l'attaque, c'est un peu la même chose. Unité spéciale, avantage Bengals. Entraîneur, avantage Rams. Donc, en ce moment, je pense qu'on est comme revenu à la case départ. Hein? On a mis des crochets partout et ça va être. On va terminer vraiment l'épisode en y allant de notre prédiction. On sait que ça ne vaut pas grand-chose en termes de ce qui peut se passer. La grosse majorité du travail a déjà été faite avec l'analyse de chacune des facettes de jeu. On va se mouiller quand même. Ça va être intéressant de voir si on est capable d'aller jusqu'au bout. Je vais commencer avec toi, Thierry. À qui tu donnes la bague, la 56e bague du Super Bowl? Écoute, ça a été en montagne russe un peu, mais j'y vais pour les Rams. Ils ont eu des hauts, des bas, mais c'est une équipe qui est trop talentueuse pour ne pas gagner cette année. Je suis un gros fan de Matthew Stafford depuis qu'il est avec les Lions. J'y souhaite. Je veux que ce soit les Rams qui gagnent. J'adore les Bengals, puis je suis vraiment content que cette équipe-là soit rendue au Super Bowl, étant donné leur passé un peu mauvais, je vais dire. Là, mais je pense que les Rams, il faut qu'ils gagnent cette année. Je leur souhaite. Fait que moi, j'y vais pour les Rams. As-tu un score en tête? Un score en tête, j'irais pour un 34-31. OK, donc un match très offensif comme Michael en a parlé aussi. Michael, de ton côté, est-ce qu'on a certains indices dans ton background derrière toi? On voit, est-ce que tu te trouverais dans une
Dans une certaine jungle ou tu nous as amené vers une fausse piste? J'ai laissé faire mon décor plus drabe de mes belles bibliothèques et ma tasse habituelle des Pats pour les rap de la jungle et mes plantes. Donc, les Bengals, selon moi, Wow! vont ressortir gagnants du Super Bowl. Ils ont le vent dans le dos. Les jeunes, ils n'ont pas froid aux yeux. J'ai confiance aux Bengals, en Joe Burrow, en Ja'Marr Chase. Ouais, donc les Bengals pour moi. 37-34. This is why we draft. Evan McPherson pour le voté gagnant. On va voir Joe Burrow avec son cigare en fin de match. Certain. Wow! Donc, à date, 2 prédictions, des matchs serrés. Je vais y aller du même côté. Je pense qu'on va avoir un match très, très offensif. Je vais y aller d'un 33-30 pour les Rams de mon côté. Écoutez, on a tous des bons points. J'ai changé d'idée. Autant de fois que j'ai changé de chemise dans une soirée, là, donc honnêtement, ça a été très, très difficile de se baser, mais j'y vais sur le fait que c'est le moment des Rams. On ne peut rien garantir dans la vie, mais je suis persuadé que les Bengals vont gagner un titre du Super Bowl éventuellement. Ce ne sera toutefois pas cette année. Ça va être difficile de battre les Chiefs et les Bills dans le futur, mais ils ont toutes les armes pour y parvenir. Les Rams, c'est leur moment. Et s'ils sont capables de ne pas s'auto-saboter, ça va être une première bague du Super Bowl pour Matthew Stafford, entre autres. Petite note avant de terminer, on va avoir, un match extraordinaire. On va avoir un show de la mi-temps vraiment pas piqué des verres. Là. On retourne dans nos bonnes années du rap avec les Eminem, les Kendrick Lamar, Snoop Dogg, Dr. Dre, Mary J. Blige. Donc, juste un petit mot chacun pour vous dire ce que vous attendez du match, de la soirée en général, à quel point c'est quelque chose qui risque d'être à la hauteur de vos attentes, selon vous, Thierry, pour commencer. Moi, je nous souhaite un match qui ne finisse pas en prolongation. Je déteste les règles de prolongation de la NFL. Je déteste quand les matchs vont en prolongation dans cette ligue-là. Je préfère vraiment les règlements de la Ligue canadienne à ce niveau-là. Puis, je le souhaite. Là, je vais en prier quasiment. Là, je ne veux pas que ça aille en prolongation. Donc, je veux un match qui se finit au dernier jeu. Au quatrième quart. Au dernier jeu, mais au quatrième quart. C'est ce que je veux nous souhaiter. Michael. Même chose, je vous souhaite de la bonne bouffe, des bons breuvages, puis un match serré, comme toutes les séries nous ont offert cette année. Ça a vraiment été des bonnes séries. Donc, je nous souhaite seulement un bon match. Puis, avant qu'on se quitte, je sais qu'on arrive vers la fin, là, ce serait un oubli de ne pas souligner la plus grande carrière de tous les sports confondus, à mon avis, Tom Brady, qui a pris sa retraite cette année. Donc, hommage à Tom, quel corps arrière. Et je pense qu'on va tous l'avoir dans notre tête lorsqu'on va regarder ce match du Super Bowl-là. Tu as dit que c'était une continuation, on veut une continuation de bons matchs. Bien, je prends un petit peu de vos 2 éléments pour dire que je veux un très, très, très bon match. Puis, lorsqu'on pense à bon match, bien, Tom Brady me vient en tête. Ça a toujours été des Super Bowls qui ont été extraordinaires. Donc, pour moi, ça restera, jusqu'à preuve du contraire, le meilleur joueur de football de tous les temps. Donc, ça va avoir été une année particulière. On l'a vu se retirer, on l'a vu compétitionner jusqu'à la toute fin. Donc, je nous souhaite à tous un excellent match. Étienne, oui. Je te le dis en ondes maintenant. Tom Brady, c'est le plus grand de tous les temps. On a eu bien des débats à ce sujet-là. On a argumenté, je suis content que tu l'entendes dire. Je te le dis en ondes. Merci beaucoup. Et là, ça ne pourra plus être... tu ne pourras plus remettre ça en question. On l'a sur le tape, je peux te le ressortir n'importe quand. Voilà. On va terminer l'épisode en souhaitant que, premièrement, que ça aura été instructif pour vous. Je pense que c'est intéressant. La majorité des gens en Amérique du Nord vont regarder le football. Plusieurs pour l'événement, mais je pense que c'est le fun aussi d'avoir une idée de ce qui nous attend. On passe quand même un 3 heures devant son téléviseur.
parfois accompagné de certaines personnes. Donc, ça rend la discussion et la soirée nettement plus intéressante lorsqu'on a une idée des forces en présence. Puis c'est exactement cela qu'on espère vous avoir transmis, notre passion pour le football, parce que c'est vraiment un sport qui nous passionne tous les trois. De mon côté, du vôtre, messieurs, ce fut une partie de plaisir de préparer cela. C'est le plus gros événement du football, même de sportif en Amérique du Nord. Donc, profitez-en, ayez un bon match du football, puis simplement se souhaiter une bonne dernière partie parce que, mon Dieu, qu'on a eu une belle année, puis ce fut tellement agréable de regarder du football quand c'est ce qu'on a devant les yeux de cette manière. Alors, bon Super Bowl 56 à tous. Merci Thierry et Michael d'avoir été présents. Merci à tous les auditeurs d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un bon match et bon football. Merci et à une prochaine.